Les tensions entre les États-Unis et le Venezuela franchissent un nouveau cap. Le Venezuela accuse Donald Trump de vouloir imposer un changement de régime et il dénonce une agression, et ce alors que les États-Unis auraient proposé au président du Venezuela de quitter le pays, selon les mots de Donald Trump lui-même. Mais alors, que se passe-t-il vraiment entre les deux pays? Faut-il craindre une guerre ouverte? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Alors pour le contexte, très rapidement, mais c'est quand même important de faire un point rapide là-dessus, le Venezuela, c'est donc un pays de plus de 28 millions d'habitants qui se situe tout au nord de l'Amérique du Sud. On va pas refaire toute l'histoire du pays, mais tout de même, depuis plusieurs années, le Venezuela traverse une période très compliquée, notamment une crise économique très profonde au sein du pays, marquée notamment par une inflation immense. Alors impossible de résumer toutes les raisons en 2 minutes, mais on peut citer le fait que le pays, il est très dépendant aujourd'hui économiquement de sa production de pétrole. On peut aussi noter que certaines décisions économiques, dont cette dépendance d'ailleurs au pétrole et de nombreuses affaires de corruption ont fragilisé le pays, mais il n'y a pas que ça qui a fragilisé le pays, il y a aussi de nombreuses sanctions internationales, principalement américaines et européennes, qui ont considérablement fragilisé le pays. Bon, il y a une tension historique entre le Venezuela et les États-Unis. Le Venezuela accuse notamment les États-Unis d'avoir soutenu le coup d'État manqué dans le pays en 2002. Et globalement, au fil des années, le Venezuela s'est rapproché de pays historiquement en tension avec les États-Unis. On peut penser à la Chine, à la Russie ou encore à l'Iran. La réélection du président socialiste Nicolás Maduro en 2024 est notamment extrêmement critiqué pour son opacité importante. Une opacité dénoncée donc par de nombreux États et de nombreuses ONG, alors qu'en parallèle à l'époque, plus de 25 personnes avaient été tuées dans des manifestations violemment réprimées par Maduro et le pouvoir en place. Et donc là, je le disais, un nouveau cap de tension a été franchi entre les États-Unis et le Venezuela. Maduro est notamment accusé par la justice américaine de trafic de drogue et de corruption. Selon elle, Maduro, donc le président du Venezuela, serait à la tête d'un cartel qui aurait envoyé des centaines de tonnes de drogue aux États-Unis. Il aurait directement collaboré avec des gangs criminels vénézuéliens. Mais pour le moment, les autorités américaines n'ont pas rendu publiques toutes les preuves potentielles, ce qui empêche forcément toute vérification indépendante. Cet été, une prime de 50 millions de dollars a finalement été mise sur sa tête pour toute information menant à son arrestation. Et l'escalade, elle est encore montée d'un cran en septembre, les États-Unis ayant multiplié des bombardements militaires contre des bateaux au large du Venezuela, des bateaux accusés d'être des embarcations de narcotrafiquants. Ces bombardements très importants, ils ont tué plus de 80 personnes. Alors selon plusieurs juristes et organisations non gouvernementales, ces bombardements des États-Unis, ils relèvent d'exécutions extrajudiciaires qui sont donc illégales. Selon eux, la seule raison pour laquelle les États-Unis auraient le droit de tuer des personnes, ce serait en cas de légitime défense qui nécessiterait donc un tel usage de la force. Sauf que ici, ils estiment qu'il n'y avait pas de menace imminente pour les États-Unis et donc cette raison ne semble pas valide. Mais en parallèle de ces bombardements, les États-Unis, ils ont aussi déployé des militaires au large des Caraïbes. Ça se passe donc au nord du Venezuela avec notamment l'arrivée du plus grand porte-avions du monde. Depuis, Donald Trump laisse régulièrement entendre que des bombardements américains pourraient avoir lieu directement sur le sol du Venezuela. Bref, d'un côté, on a donc Trump qui affirme vouloir lutter contre les cartels de drogue, de l'autre, on a Maduro qui nie formellement ces accusations. Selon Maduro, l'objectif de Trump, c'est surtout de provoquer un changement de régime dans le pays. Et ces dernières semaines, Maduro a multiplié les manœuvres militaires aux frontières et il appelle aussi sa population à rejoindre des milices pour, je cite, défendre la patrie. Et si on en reparle aujourd'hui, c'est qu'il y a eu encore du nouveau, encore des choses importantes à analyser. Déjà samedi soir, Donald Trump a annoncé sur son réseau social Truth Social qu'il considérait l'espace aérien du Venezuela comme étant entièrement fermé à toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue et trafiquants d'êtres humains. Ça a forcément laissé un doute sur une potentielle attaque américaine au Venezuela. Le ministère des Affaires étrangères du Venezuela a considéré cette déclaration comme étant hostile, unilatérale et arbitraire et incompatible avec les principes les plus élémentaires du droit international. Il a condamné ce qu'il estime être une menace colonialiste. Alors ça paraît évident, mais c'est toujours bien de le rappeler, officiellement les États-Unis, ils n'ont pas le pouvoir de fermer comme ça l'espace aérien d'un autre pays. Et d'ailleurs, on peut noter que certains vols ont toujours lieu au-dessus du Venezuela. Mais tout de même, 6 compagnies aériennes ont par précaution suspendu leur vol au-dessus du Venezuela. À noter que tout ça, ça fait suite aussi à un appel téléphonique entre Maduro et Trump, un appel qui a eu lieu la semaine dernière, que Trump a confirmé à la presse ce dimanche, sans donner plus de détails. Or, selon le New York Times et le Wall Street Journal, les deux présidents auraient évoqué le sujet d'une amnistie générale pour Maduro, ainsi que pour sa famille et ses principaux collaborateurs.
collaborateurs, donc une mesure qui permettrait d'être exonéré de poursuites et de sanctions potentielles en cours aux États-Unis. Et en échange de cette amnistie proposée par Trump, Maduro devrait par contre quitter le pouvoir pacifiquement. Sauf que, on l'imagine, ce n'est pas du tout dans les plans de Maduro aujourd'hui. Mais alors, au-delà des accusations de narcotrafic, de nombreux analystes ainsi que le gouvernement vénézuélien estiment que cette question du narcotrafic, c'est en réalité surtout un prétexte. Le gouvernement vénézuélien notamment accuse les États-Unis de vouloir surtout s'emparer des réserves de pétrole du Venezuela qui sont parmi les plus importantes au monde. Et l'une des choses qui peut faire penser cela, c'est que Trump, il brandit donc la question du narcotrafic comme étant l'argument principal pour justifier tout ce qui se passe en ce moment. Le truc, c'est que le Venezuela, ce n'est pas le principal hub de drogue arrivant aux États-Unis. C'est typiquement un pays moins important, par exemple, que le Mexique sur ce sujet-là. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le Venezuela a demandé à l'OPEP, donc l'organisation des pays exportateurs de pétrole, de s'assurer de stopper ce qu'il qualifie d'agression venant des États-Unis. Il y a donc cette question du pétrole potentiellement qui est derrière, sachant que de nombreux analystes estiment également que Trump, il souhaite réaffirmer la puissance des États-Unis face au Venezuela qui, on l'a dit, est en tension importante avec les États-Unis depuis des années. Il y a aussi un enjeu de concurrence avec la Chine, puisque la Chine s'installe de plus en plus dans la région ces dernières années. En tout cas, une véritable intervention militaire des États-Unis au Venezuela ne pourrait pas être lancée par Trump sans l'accord du Congrès, donc sans l'accord de l'équivalent du Parlement en France, mais aux États-Unis. Mais tout ça, vous l'imaginez, c'est en théorie, puisque dans l'histoire, y compris très récente avec Donald Trump, on a vu à plusieurs reprises qu'il s'est affranchi de cette autorisation du Congrès. Par ailleurs, il faut garder une forme de nuance à tout cela. On n'a pas de déclaration formelle des États-Unis qui disent qu'ils voudraient forcément attaquer directement le Venezuela. Mais tout de même, donc, il y a ces formes de menaces qui ne sont pas nouvelles chez Donald Trump, et une situation qui me paraissait essentielle à analyser entre les États-Unis et le Venezuela. Quoi qu'il en soit, évidemment, on vous tient au courant. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous rappelle que vous pouvez suivre ce format ainsi que les actus culturelles et les interviews directement sur Influx de Podcast. C'est sur toutes les plateformes. Vous tapez Hugo Décrypte, vous allez pouvoir le retrouver. Allez, je vous laisse avec Blanche et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actualité. Une grève assez importante a lieu ce mardi en France pour s'opposer au projet de loi de finances 2026 jugé socialement injuste et défavorable aux agents de la fonction publique par les syndicats. Des perturbations sont à prévoir notamment dans les écoles, les transports et les services publics. À la SNCF, la CGT Cheminots a annoncé des retards ainsi que des suppressions de trains. Dans l'aérien, 2 syndicats minoritaires de pilotes d'Air France ont aussi appelé à la grève, mais avec un impact limité. La CGT des marins a également déposé un préavis de grève de 24 heures qui débutera ce mardi à 8 heures et qui concernera les compagnies de ferry Corsica Linea et La Méridionale. Le SNUIPP-FSU, la première organisation syndicale des professeurs des écoles, a elle aussi appelé à la grève. Il devrait donc y avoir des fermetures de classes et des perturbations dans les services périscolaires. Cependant, certaines écoles ainsi que plusieurs crèches municipales pourraient mettre en place un service minimum d'accueil. Dans les collèges et lycées, des cours risquent également d'être annulés, mais à noter que les professeurs ne sont pas dans l'obligation d'informer qu'ils font grève, même si rien n'empêche de prévenir l'établissement ou simplement l'élève et sa famille. En ce qui concerne les services publics, des fermetures partielles ou totales de services administratifs sont possibles. Dans le secteur de la santé, seules les activités non urgentes, comme les consultations ou les examens, devraient être affectées, les urgences restant assurées. Deuxième actu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce lundi matin à l'Elysée pour un entretien avec Emmanuel Macron. Cette visite, elle a pour but de faire le point sur les négociations en cours qui visent à mettre fin à la guerre en Ukraine. En tout cas, cet entretien intervient seulement 2 semaines après la signature d'une lettre d'intention d'achat de 100 avions Rafale par l'Ukraine et au lendemain de discussions entre des délégations américaines et ukrainiennes en Floride, aux États-Unis. Il s'agit de la 10e visite de Volodymyr Zelensky en France depuis le début de l'invasion russe massive de son pays, le 24 février 2022. En parallèle, une rencontre est prévue à Moscou, la capitale de la Russie, ce mardi après-midi, entre Steve Witkoff, l'émissaire du président des États-Unis Donald Trump, et le président russe Vladimir Poutine. Cet entretien, il a pour objectif de poursuivre les discussions autour du plan de paix soutenu par les États-Unis. On suivra ça. Troisième actu, un procès pour corruption et tentative d'escroquerie visant le groupe français Total Energy s'est ouvert ce lundi à Nanterre. 7 avocats et professionnels du droit sont accusés d'avoir mis en place un faux tribunal arbitral en 2009 pour réclamer de l'argent au groupe. À l'époque, des régions russes et une société pétrolière russe avaient demandé 22 milliards de dollars à Total Energy en affirmant que le groupe français n'avait pas respecté un vieux contrat d'exploration signé en 1992. Sauf que ce contrat n'avait jamais été validé légalement, il dépendait de conditions qui n'ont pas été remplies et plusieurs décisions de justice l'avaient déjà annulé. Selon l'enquête, les avocats auraient donc participé à créer une procédure d'arbitrage illégitime basée sur un contrat qui n'existait plus juridiquement dans le but de forcer Total Energy à payer des milliards de dollars. L'homme d'affaires André Gelfi, figure centrale du dossier, est décédé en 2016. Il n'a donc pas pu être entendu par les enquêteurs. Parmi les mises en cause, il y a aussi l'ex-président du tribunal de commerce de Paris,
Paris, Jean-Pierre Mattei. Total Energy, qui se dit victime d'une tentative d'escroquerie, avait porté plainte en 2011. Le groupe français devrait réclamer une indemnisation pour le préjudice subi, estimé à plusieurs millions d'euros selon les avocats. Quatrième actu, 100 avions Airbus A320 en service dans le monde sont restés cloués au sol ce lundi en raison d'un dysfonctionnement d'un logiciel de commande. Ce problème, il a été détecté après un incident sur un vol A320 de la compagnie JetBlue survenu le 30 octobre entre le Mexique et les États-Unis. L'avion avait dû se poser en urgence à Tampa, en Floride, après avoir effectué une manœuvre sans l'intervention des pilotes. Sur les 6000 appareils du constructeur aéronautique potentiellement concernés, plus de 5000 avions ont subi des modifications vendredi et samedi, ce qui a permis de limiter les annulations et les perturbations de vol. Le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, a présenté ses excuses aux clients et passagers, précisant, je cite, que rien n'est plus important que la sûreté quand les gens empruntent l'un de nos appareils, comme le font des millions d'entre eux tous les jours. La situation semble presque revenir à la normale, aucune perturbation n'a été annoncée pour la journée de mardi. Cinquième actu, des pluies torrentielles ont fait plus de 1000 morts en Asie du Sud-Est, c'est ce qu'ont annoncé les autorités ce lundi. En Indonésie, particulièrement à Sumatra, les inondations ont fait 502 morts et plus de 500 disparus. Le président indonésien, Prabowo Subianto, a annoncé le déploiement de l'armée pour venir en aide aux sinistrés. Au Sri Lanka, 334 personnes sont mortes suite au passage du cyclone Ditwa. L'état d'urgence a été déclaré et des opérations de secours sont en cours. En Thaïlande, maintenant, au moins 176 personnes sont décédées dans le sud du pays, dans l'une des inondations les plus meurtrières que la Thaïlande a connues depuis 10 ans. Enfin, en Malaisie, 2 personnes sont également décédées. Alors, ce qui pourrait expliquer ce phénomène, c'est qu'une grande partie de l'Asie est en pleine saison de la mousson, avec de fortes pluies qui provoquent des glissements de terrain et des crues soudaines. Le changement climatique renforce aussi ces phénomènes, rendant les pluies plus intenses et les tempêtes plus violentes. Le bilan pourrait continuer d'évoluer dans les prochaines heures. On vous tiendra évidemment informé de la situation. Et on termine avec cette actu. Ce lundi, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et à cette occasion, l'association SIDAction a alerté sur la diffusion croissante de discours masculinistes sur les réseaux sociaux auprès des hommes en France. Selon l'association, ces messages valorisent la domination masculine et stigmatisent le port du préservatif, qui est, je le rappelle, le seul moyen de se protéger efficacement contre le VIH, le virus responsable du sida. Le consentement est également fortement dévalorisé dans ces vidéos. Les 16-34 ans seraient les plus touchés par ces contenus, selon cette étude. 2 jeunes sur 3 connaissent au moins un influenceur véhiculant ces messages et 37% les consultent. Sinon, un jeune âgé de 25 à 34 ans sur 2 qui connaît ces influenceurs trouve que ces contenus disent la vérité. Dans ce contexte, la séropositivité, donc la contamination au VIH chez les 15-24 ans, a augmenté de 41% en 10 ans et l'usage du préservatif a diminué, selon Santé publique France. SIDAction, le planning familial et SOS homophobie ont saisi le tribunal administratif de Paris pour faire respecter la loi de 2001 qui prévoit 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité pour les élèves de l'école au lycée. En pratique, seuls 15% des élèves des écoles et lycées et moins de 20% des collégiens en bénéficient, d'après un récent rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Le délibéré est attendu ce mardi, on suivra ça. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Je le disais, pour toute l'actualité en podcast, rendez-vous sur tous les fils de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Je vais pas tous les citer, vous les connaissez. Vous tapez Hugo Décrypte, vous allez pouvoir le retrouver. N'hésitez pas au passage à nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, ça nous aide beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.